Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de Explique-moi l'économie. Aujourd'hui, nous allons parler du Fonds monétaire international. Le FMI est une institution créée à la conférence de Bretton Woods le 22 juillet 1944. Celle-ci fut une conférence monétaire et financière réunissant 44 pays. Son objectif était de créer un système monétaire et financier stable et d'aider à la reconstruction des pays européens détruits par la crise. Pour cela, un système de taux de change fixe est mis en place et deux institutions sont créées, le Fonds monétaire international et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la future Banque mondiale. C'est donc lors de cette conférence qu'est créé le FMI. Aujourd'hui, c'est une institution dont on entend beaucoup parler, parfois décriée, mais comment fonctionne le FMI? Quels sont ses objectifs? Pourquoi est-il autant critiqué? C'est ce que nous allons voir à présent. Nous verrons d'abord le rôle du FMI à sa création, puis nous parlerons des objectifs et du fonctionnement du FMI aujourd'hui. Enfin, nous verrons les critiques à l'égard de cette institution. Jusqu'en 1976, l'objectif principal du FMI était de gérer le système de taux de change fixe. Comment fonctionnait-il? Alors, nous avions le dollar qui était convertible en or à un taux de 35 $ pour une once d'or, et chaque pays devait respecter une certaine parité de sa monnaie par rapport au dollar. Une certaine parité, cela signifie un certain taux de change de sa monnaie par rapport au dollar. Une marge de fluctuation de plus ou moins 1% autour de cette parité était autorisée. Par exemple, la France, en 1949, a modifié sa parité et a fixé la valeur de sa monnaie par rapport au dollar à 350 francs pour 1 $. Sa monnaie pouvait donc fluctuer de 1% autour de cette parité, c'est-à-dire qu'elle devait rester comprise entre 346,50 francs et 353,5 francs pour 1 $. Pour gérer le système, le FMI avait d'abord une fonction de conseil, c'est-à-dire qu'il menait une consultation annuelle des États où il analysait l'évolution de leur politique économique. Le FMI avait également une fonction d'assistance mutuelle. En fait, chaque État membre du FMI souscrivait une quote-part, c'est-à-dire qu'il participait aux ressources du Fonds monétaire international en lui versant un montant proportionnel à sa puissance économique. Grâce à cela, le FMI pouvait alors accorder des crédits à court terme aux États qui rencontraient des difficultés pour maintenir la parité de leur monnaie. Enfin, si le pays n'arrivait pas à maintenir la parité de sa monnaie dans les marges autorisées, alors il pouvait, en accord avec le FMI, modifier la parité officielle de sa monnaie. Voilà donc comment fonctionnait le FMI au début. Ce fonctionnement va continuer tant que le système des taux de change fixe est en place. Mais voilà, en août 1971, le président des États-Unis, Richard Nixon, annonce la fin de la convertibilité du dollar en or à un taux fixe. Après 5 ans de négociations, les accords de la Jamaïque en 1976 vont consacrer la fin des taux de change fixes et la généralisation des taux de change flottants. Le rôle du FMI va alors se modifier. Aujourd'hui, le FMI compte 189 États membres. L'institution est basée à Washington, aux États-Unis, et emploie environ 2663 personnes. Selon l'article 1er des statuts du FMI, l'objectif du FMI est de promouvoir la coopération monétaire internationale et de faciliter l'accroissement du commerce international. Pour voir comment l'institution arrive à atteindre cet objectif, nous verrons d'abord comment fonctionne le FMI, puis nous parlerons de ses fonctions.
Le DTS est un instrument de réserve internationale créé par le FMI. C'est aussi l'unité de compte du FMI et les pays membres vont pouvoir échanger entre eux des DTS contre des devises. La valeur du DTS va être calculée à partir d'un panier de monnaie, c'est-à-dire à partir de la valeur de plusieurs monnaies. Et chaque monnaie ne va pas avoir le même poids dans la composition du panier. Depuis 2016, le DTS est constitué de 5 devises: le dollar des États-Unis, l'euro, le yen, la livre sterling et le yuan. Le poids relatif de ces devises est mis à jour tous les 5 ans pour pouvoir calculer la valeur du DTS. Une fois cette valeur connue, alors chaque monnaie des pays membres du FMI peut être cotée par rapport au DTS. Chaque pays membre a une quote-part calculée avec une formule mathématique prenant en compte le PIB, le commerce international et les réserves de l'État. La quote-part va remplir 3 fonctions. D'abord, elle détermine les souscriptions, autrement dit, le montant maximum de ressources que l'État doit fournir au FMI. Ensuite, la quote-part détermine les droits de vote. Chaque État va disposer de voix de base, représentant au total 5,502% des voix, et réparties également entre les différents États membres. Pour les environ 95% de voix restants, en fait, une voix supplémentaire va s'ajouter pour chaque fraction de la quote-part représentant 100 000 DTS. Enfin, la quote-part détermine l'accès au financement qu'un État peut obtenir du FMI. Chaque année, un État peut emprunter une somme représentant 145% de sa quote-part, et au total, il va pouvoir emprunter jusqu'à 435% de sa quote-part sur plusieurs années. Il faut noter que les États-Unis sont le pays avec le plus de quote-part, puisqu'ils possèdent 17,398% des quote-part. Ils sont suivis par le Japon, la Chine, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, possédant chacun environ 5% des quote-part et droits de vote. Voilà ce que nous pouvions dire concernant le fonctionnement du FMI. À présent, nous allons voir quelles sont ses fonctions. L'action du FMI en matière de surveillance s'exerce de 2 manières, avec la surveillance multilatérale et la surveillance bilatérale. Le FMI réalise donc d'abord une surveillance multilatérale pour pouvoir suivre les tendances économiques mondiales et analyser les effets des politiques des États sur l'économie mondiale. Pour cela, il examine régulièrement dans diverses publications les perspectives économiques des pays, les marchés financiers, ainsi que l'évolution des finances publiques. Le FMI réalise également une surveillance bilatérale consistant à évaluer les politiques de chaque pays et à lui donner des conseils. En fait, le FMI envisage ces consultations comme un dialogue de politique économique entre lui et les différents États. Ainsi, les économistes du FMI réalisent un rapport en rencontrant les membres du gouvernement et de la Banque centrale de l'État, mais aussi des membres du Parlement, des chefs d'entreprise et des représentants des syndicats et de la société civile. L'objectif de ces consultations est de détecter les risques potentiels pour la stabilité intérieure et internationale et de préconiser des ajustements de politique économique et financière. Le rapport va conseiller les États et encourager des politiques visant à assurer leur stabilité économique, à réduire leur vulnérabilité aux crises économiques et financières et à améliorer le niveau de vie de leurs habitants. Ensuite, les services du FMI soumettent le rapport au conseil d'administration, dont l'opinion est transmise au pays. Le FMI offre de l'assistance technique et des formations pour aider les pays membres à renforcer leur capacité d'élaboration et d'exécution de la politique économique, notamment dans les domaines de la politique budgétaire, avec l'administration fiscale et la gestion des dépenses,
les politiques monétaires et de change, le contrôle et la réglementation des systèmes bancaires et financiers, la législation et les statistiques. Le FMI est doté de 940 milliards de DTS, ce qui représente environ 1310 milliards de dollars. Le FMI va utiliser ces ressources pour fournir des prêts aux pays membres qui éprouvent des difficultés réelles ou potentielles de balance des paiements. Plus précisément, les concours financiers accordés par le FMI vont aider les pays qui s'efforcent de reconstituer leurs réserves internationales, de stabiliser la valeur de leur monnaie, de continuer à régler leurs importations et de restaurer les conditions d'une croissance forte et durable. En échange du prêt, le FMI élabore, en collaboration avec les services du FMI, des programmes d'ajustement structurel. Et les crédits sont débloqués à mesure que l'État met en place les mesures. Qu'est-ce que c'est que ces programmes? Ces programmes, d'inspiration néolibérale, prévoient une libéralisation du pays et une réduction de son déficit. Pour être plus précis, les conditions de ces programmes sont résumées par les 10 propositions de libéralisation que John Williamson a proposées en 1989 sous le terme de consensus de Washington. On trouve d'abord la discipline budgétaire, c'est-à-dire que des mesures d'austérité doivent être menées pour réduire le déficit public et la dette des États. Ensuite, les dépenses publiques doivent être redirigées vers des secteurs offrant un fort retour économique sur les investissements et la possibilité de diminuer les inégalités de revenus. Par exemple, vers les soins médicaux de base, l'éducation primaire, les dépenses d'infrastructure. La troisième proposition est la réforme fiscale, avec un élargissement de l'assiette fiscale et des taux marginaux modérés. Autrement dit, cela signifie que le plus de personnes possible doivent être imposables, avec des taux d'imposition assez bas, notamment pour les hauts revenus. Quatrième proposition est une libéralisation des taux d'intérêt. Ce sont les marchés financiers qui doivent déterminer les taux d'intérêt d'un pays. Ensuite, il y a un taux de change unique et compétitif. Le taux de change du pays doit permettre de favoriser les exportations et de les rendre moins chères à l'étranger. La condition suivante est une libéralisation du commerce extérieur. Cela signifie que les droits de douane doivent être diminués et ne pas s'appliquer aux biens intermédiaires nécessaires aux biens exportés. La septième proposition est une élimination des barrières aux investissements directs en provenance de l'étranger. Ceux-ci doivent être encouragés pour que le pays puisse bénéficier des compétences et des capitaux nécessaires au développement. On trouve ensuite une privatisation des monopoles des entreprises avec participation de l'État et des entreprises publiques. L'idée est que les entreprises privées seraient plus efficaces que les entreprises publiques, parce que les dirigeants ont un intérêt à ce que l'entreprise fasse des bénéfices et doivent rendre des comptes aux actionnaires, ce qui n'est pas le cas des entreprises publiques. La neuvième proposition est une déréglementation des marchés par l'abolition des barrières à l'entrée ou à la sortie. Et la dernière proposition est une protection de la propriété privée, notamment de la propriété, la quasi-généralisation des taux de change flottants, la possibilité d'avoir recours au financement sur les marchés de capitaux et en Europe, l'apparition du système monétaire européen, permettent aux pays industrialisés de se passer du financement du FMI. Ce dernier va alors surtout se concentrer sur la crise de la dette des pays en voie de développement, même si, avec la crise de la zone euro, des prêts importants ont été accordés à plusieurs pays européens ces dernières années. Voilà ce que nous pouvions dire concernant le FMI aujourd'hui. Passons maintenant aux critiques à l'égard de cette institution. Le FMI est critiqué, notamment par les pays en voie de développement, par des économistes comme Joseph Stiglitz et par des altermondialistes. La première grande critique est que les mesures prises par le FMI ne seraient pas efficaces. Plusieurs points peuvent être développés ici. D'abord, le FMI préconise toujours les mêmes recommandations et les mêmes plans d'ajustement structurel au pays, sans réellement analyser la structure des pays. Ainsi, pour certains, comme Joseph Stiglitz, les programmes du FMI ont bien fonctionné dans les années 1980 en Amérique latine, mais ils n'étaient pas adaptés
à d'autres situations. Ainsi, il serait en partie responsable de l'aggravation de la pauvreté en Afrique, où les réformes du FMI ont empêché la réforme des terres agricoles et ont augmenté les importations de produits agricoles, empêchant ainsi ces pays de développer leur agriculture. De même, Stiglitz montre comment ces politiques ont aggravé la crise en Asie et en Russie dans les années 1990. Stiglitz nous dit aussi que les pays qui ont appliqué le consensus de Washington ont connu, certes dans certains cas, une croissance, mais une croissance plus faible que dans les autres pays, avec une montée des inégalités. Certains pays également suivaient ce que préconisait le FMI et, malgré cela, ont été frappés par des crises. Par exemple, l'Argentine suivait les conseils du FMI. Cela ne l'a pas empêché d'avoir connu une crise importante en 2000. Enfin, les conséquences sociales sont douloureuses pour les populations, puisque les plans d'ajustement sont difficilement supportables pour ces populations. Que ce sont des populations touchées par la crise, où le chômage frappe, et en même temps, on voit les aides sociales se réduire, l'accès aux services publics devenir plus difficile, et donc cela est dur pour les populations dans leur vie de tous les jours. La deuxième grande critique est de dire que le FMI bénéficie surtout aux pays développés. Cela renvoie à deux choses. D'abord, le mode de gouvernance bénéficie surtout aux pays développés. Le président du FMI est un Européen, le président de la Banque mondiale vient des États-Unis. De même, les États-Unis possèdent la majorité des droits de vote et ont un droit de veto sur certaines décisions. De façon plus générale, les pays du G7 possèdent 41% des droits de vote, alors que le FMI compte 189 États membres. Le FMI est alors accusé d'être un instrument des pays développés pour imposer leur volonté aux pays en développement. Ensuite, la deuxième chose est que le pays est vendu aux multinationales des pays développés, pour les détracteurs du FMI, puisque ceux-ci nous disent que les secteurs privatisés sont dans les pays en développement, puisque ce sont surtout eux qui bénéficient des prêts du FMI, et ces secteurs vont être rachetés par les multinationales des pays développés. Le pays va alors perdre sa souveraineté économique. La troisième grande critique est que le FMI n'a pas réussi à prévoir la crise de 2008 alors qu'il surveillait les marchés financiers. Il n'a pas prévu les risques de la titrisation. Au contraire, il a même conseillé aux autres pays avancés de développer cette méthode. Ce constat est fait par le FMI lui-même dans un rapport rédigé par une équipe du Bureau indépendant d'évaluation du FMI en 2011. Les auteurs du rapport pensent que cette incapacité à identifier les risques provient d'une trop grande pensée doctrinale, autrement dit, le néolibéralisme est trop présent chez les économistes du FMI, d'un état d'esprit selon lequel une crise financière était peu probable dans les pays avancés, et de méthodes d'analyse incomplètes, avec notamment l'absence d'incitation à une réflexion transversale et d'opinions divergentes. Autrement dit, les économistes qui penseraient d'une autre façon ne sont pas écoutés. Le FMI, depuis, a modifié sa mission de surveillance pour étudier comment la politique d'un État peut avoir des effets sur les autres, et pour mieux étudier les liens entre économie réelle, secteur financier et stabilité financière. Nous verrons ce que cela donne dans les années à venir. Voilà ce que nous pouvions dire sur le FMI. C'est donc la fin de ce numéro de Explique-moi l'économie. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.